Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de La promesse de l'aube. Il s'agit d'un roman autobiographique de Romain Gary paru en 1960. Sur une plage de Bixure, Romain Gary se souvient de son passé. Tout d'abord, il se remémore l'arrivée de sa mère lorsqu'il était sergent à l'armée de l'air à Salon de Provence. Sa mère était venue lui dire au revoir avant sa mobilisation. Elle était venue dans un taxi qui ne lui appartenait plus. L'arrivée, l'attitude, les dires de sa mère lui ont valu un moment de honte et de moquerie de la part des autres militaires. Romain Gary refait un bond dans le passé plus lointain. Quand il avait 13 ans, sa mère cumulait divers jobs tels que revendeuse de vêtements afin de joindre les deux bouts. Mère célibataire, elle s'occupait seule de son fils qui ne manquait jamais de rien, même si elle devait se priver pour cela. Elle pensait déjà que son fils allait devenir un grand homme, peut-être un écrivain. Il travaillait à ce moment-là à trouver un pseudonyme d'homme de lettres, mais il n'y arrivait pas. La mère a fait tester diverses branches pour la future gloire de son fils, telles que la musique, l'opéra, la danse, mais soit son enfant n'a pas d'aptitude dans ces domaines, soit il arrive un incident. Il aurait aimé devenir peintre, mais sa mère l'a détourné de ce projet, car elle avait en tête les destins tragiques de quelques peintres célèbres qui n'ont pour la plupart pas connu de gloire de leur vivant. Finalement, Romain Gary se tournera vers la littérature. Sa mère, qui se dit ancienne actrice dramatique, a quitté la Russie pour entrer en Pologne, plus précisément à Vilno, aujourd'hui Vilnius, la capitale de la Lituanie. Cette ville n'est qu'une ville de passage avant d'aller en France, qui est un pays fantasmé par la mère, qui est persuadée que son fils va connaître un grand destin dans ce pays. Quand ses voisins la signalent à la police à cause de ses va-et-vient pour son travail qui semble louche, elle toque chez eux et elle leur annonce tout ce qu'elle pense que son fils sera. C'est-à-dire qu'il sera ambassadeur de France, chevalier de la Légion d'honneur, auteur, et qu'il s'habillera à Londres. Ces affirmations provoquent le rire général. Cependant, l'auteur adulte nous dit que toutes ces prédictions se sont réalisées. Un homme de l'immeuble, M. Picchielny, semble y croire puisqu'il fait promettre à Romain Gary de parler de lui à des personnes de haute sphère quand il les connaîtra, et c'est ce que l'auteur fera. À Vilno, la mère et le fils connaissent un moment de pauvreté, mais la mère ouvre une maison de couture et elle fait croire aux acheteurs qu'il s'agit d'une filiale de M. Paul Poiret, célèbre couturier parisien à l'époque. Peu à peu, la haute société de cette ville vient se fournir chez la mère, qui, de son côté, a même fait venir un acteur afin de faire croire à cette clientèle que M. Paul Poiret est venu dans sa maison de couture. Un jour, Romain reçoit une bicyclette d'un inconnu. Peu après, Ivan Mosjoukine, un acteur, se rend chez eux pour des raisons obscures. Romain comprend qu'on veut le rendre solennel pour cette occasion. Une fois adulte, Romain Gary apprend que son père n'est pas mort dans la chambre à gaz, mais qu'il est mort de peur avant d'y entrer. Romain Gary tombe malade, il attrape la typhoïde, il s'en remet, mais la maison de couture, qui était déjà en déclin avant la maladie, va encore plus mal car la mère ne s'est occupée que de son fils durant sa maladie et non de son entreprise. Quand Romain a 10 ans, il assiste à la faillite de la maison de couture de sa mère. Leurs affaires sont saisies. La mère arrive tout de même à garder son argenterie russe qui devrait permettre de faire face aux dépenses liées au succès que son fils devrait connaître en France. Ils n'ont pas assez d'argent pour se rendre en France, alors tous deux s'en approchent en allant à Varsovie, ville dans laquelle ils vivront 2 ans. Ils connaissent de nouveau de la pauvreté, mais une personne leur envoie de l'argent. La mère cumule divers boulots. Romain est conscient des efforts de sa mère et pour lui faire plaisir, il voudrait réussir à faire des choses extraordinaires. Il se met à jongler. Il y arrive jusqu'à 6 balles. Il aimerait le faire avec 7 balles, mais il n'y arrive jamais, ce qui lui vaut pour le moment de la frustration. Pour aider sa mère, il décide finalement de se mettre à l'écriture. Romain annonce à ses camarades qu'il va bientôt aller en France, mais son départ est toujours décalé. Les autres le taquinent à cause de cela.
Quand un garçon lui dit que sa mère est une ancienne cocotte, il ne fait rien, il rapporte ses dires à sa mère. Cette dernière devient froide avec lui. Elle se met à le gifler et elle lui dit qu'il aurait fallu qu'il la défende, même s'il en devient blessé. Cet incident provoque leur départ pour la France. Ils arrivent tous deux à Nice alors que Romain a 14 ans. Ils sont de nouveau pauvres. La mère n'arrive pas à vendre l'argenterie au prix auquel elle voudrait le vendre. Ils attirent l'attention d'un commerçant qui a repéré l'art dramatique utilisé par la mère pour vendre des choses. Ce commerçant décide de l'embaucher comme vendeuse. Elle travaillera ensuite pour d'autres commerçants. Romain essaie différents sports et son seul moment de fierté est quand il gagne une médaille lors d'un tournoi de ping-pong. Romain devrait faire du tennis, mais l'inscription au club coûte trop cher pour eux. La mère se rend à ce club et elle fait un scandale. Elle fait jouer son fils, qui n'a jamais joué au tennis, devant le roi de Suède. Ce dernier lui paiera ses leçons. Il traverse des temps difficiles à cause des répercussions de la crise de 29. La mère cumule des petits boulots divers et variés. Ils connaissent ensuite un moment de prospérité grâce à des mandats venant d'on ne sait où. La mère arrive à vendre un immeuble à quelqu'un qui lui en confie la gérance. Cet immeuble deviendra l'hôtel Mermont. Romain sera engagé par cet hôtel pour des jobs en contact avec les clients. Après une crise d'hypoglycémie, il apprend que sa mère est diabétique depuis 2 ans. Romain veut que sa mère soit le témoin d'une réussite de sa vie. Pour cela, il se dépêche d'écrire, mais ses manuscrits lui sont renvoyés de la part des éditeurs. Romain quitte Nice en 1933 pour aller à Aix puis à Paris étudier le droit. Pour la première fois, un journal publie une de ses nouvelles. Contre cela, il touche de l'argent. Romain Gary envoie d'autres nouvelles, mais elles ne sont pas publiées. Pour ne pas décevoir sa mère, il lui fait croire qu'il est toujours publié, mais qu'il utilise divers pseudonymes. Il manque d'argent, il a faim et il prend l'habitude de voler des croissants. Finalement, une autre de ses nouvelles est publiée. Il multiplie les petits boulots et il rencontre une fille qui le trompe. Les prémices de la Seconde Guerre mondiale se font ressentir. Romain obtient une licence de droit et il fait son entrée dans l'armée à Salon de Provence avant d'être incorporé à l'école de l'air d'Avorde où il devient élève officier. À la fin de sa formation, au lieu d'être officier comme tous ses camarades de classe, il n'est que caporal. La raison évoquée est qu'il n'est naturalisé que depuis 3 ans. Il décide de dire à sa mère qu'il n'aura son grade d'officier que dans 6 mois car il a séduit la femme du commandant de l'école. Il revient à sa base militaire de Salon de Provence. La Seconde Guerre mondiale commence. L'escadre d'entraînement est transférée à Bordeaux-Mérignac. De là-bas, il reçoit un télégramme de sa mère qui serait malade. Il revient à Nice en permission et il va la voir à l'hôpital. Son état semble s'améliorer et elle fait un projet de mariage pour son fils. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il traverse et vit dans divers pays, tels que l'Angleterre et des pays d'Afrique. Il connaît diverses femmes et il se marie même à Bangui. Il voyage ainsi durant plusieurs années, ne revenant pas à Nice. Il reçoit régulièrement des lettres de sa mère, détournées par la Suisse et non datées. Partout où il va, il se représente sa mère à ses côtés, il imagine ses paroles, ses réactions face à ses propres actions ou face aux actions des autres. Il ressort vivant miraculeusement de la Seconde Guerre mondiale, alors que tant d'autres de ses collègues aviateurs ont connu la mort. Il arrive à vaincre une maladie grave qui aurait pu l'amener à la mort. Durant la guerre, il écrit Éducation européenne et il apprend qu'une publication sera faite en Angleterre. Il télégraphie cette nouvelle à sa mère, mais elle ne semble pas réagir à cette nouvelle dans ses lettres. Il va recevoir la Croix de la Libération. Il annonce cette nouvelle à sa mère qui a maintenant 61 ans. En retour, la mère lui envoie un message étrange. Cependant, Romain trouve un sens à son message. Romain Gary reçoit une lettre pour candidater à un poste de secrétaire d'ambassade. Quand il retourne chez lui à Nice, il apprend que sa mère est morte il y a 3 ans et demi, c'est-à-dire peu après son départ pour l'Angleterre. Elle a écrit les lettres adressées à son fils peu avant sa mort, et elle a fait en sorte pour qu'une femme, habitant la Suisse, envoie les lettres préécrites régulièrement à son fils. Dans ce roman, nous avons une famille avec peu d'individus. Cette famille n'en comporte que 2. Il y a Romain et sa mère. Le fait que cette famille comporte si peu de personnages
fait que rien n'entrave la relation entre eux deux. Il n'y a pas de père, et Romain est fils unique. Ce roman montre une relation très forte, où une mère attend beaucoup de son fils et donne tout pour qu'il connaisse un grand destin, où on a un fils qui comprend le dévouement de sa mère à son égard et qui, pour le remercier, essaie de convenir au plan de sa mère. Romain Gary rejette plusieurs fois toute vision psychanalytique de cette relation. Le passé est à peine décrit. Nous avons une mère au passé flou, on passe du statut de cocotte à actrice dramatique. On a un père dont il parle que très peu et jamais directement. On a un pays dont Romain est originaire et dont il parle peu. Rien n'est misé sur le passé, sur la nostalgie, tout est misé sur le destin. Ce n'est qu'une fois que le destin est accompli que Romain peut devenir nostalgique de son passé. La mère est excessive, elle l'est dans son reniement pour elle-même, dans son amour pour son fils, dans sa manière de dire aux autres le destin de son fils, et également dans la volonté d'en vouloir beaucoup à un petit garçon qui a connu la pauvreté. Elle lui demande une très grande ascension sociale. Romain Gary remarque les problèmes qu'apporte cet amour excessif. Il y a par exemple les moqueries quant aux prédictions de sa mère quand ils habitaient à Villeneuve. Les attentes de sa mère ne sont pas non plus toujours très justes. Il y a par exemple quand elle force son fils à mettre des baffes aux personnes qui apparemment ne l'auraient pas bien traité. Il remarque également que d'être tant aimé très jeune fait que l'on ressent comme un désert dans sa vie d'adulte, car aucune liaison avec une femme ne surpassera celle qu'il a eue avec sa mère. Finalement, Romain Gary ne réalise que les vœux de sa mère et non les siens. Par exemple, le Romain enfant renonce à la peinture alors que cela semblait lui convenir. On peut se demander pourquoi la mère veut-elle absolument que son fils soit un grand homme. Qu'est-ce que cela peut lui apporter? Le lien qu'a Romain avec sa mère n'existe pas que du vivant de sa mère, mais également après. Dans ce livre, la mère est décédée une vingtaine d'années auparavant. Pourtant, le cordon ombilical entre la mère et le fils est toujours là. L'auteur le remarque après la découverte de la mort de sa mère, où il prend note du fait que les lettres reçues par sa mère, même si elle était morte, ont permis de continuer la relation mère-fils. La relation existe encore dans la réalisation des vœux de sa mère. Le cordon ombilical existe encore dans ses souvenirs qui sont présents dans ce livre et aussi dans les souvenirs très précis qu'il a d'elle. Ses premiers souvenirs datent de quand il avait à peu près 8 ans, soit à peu près 40 ans auparavant. Faut pas lui dire, j'ai pas pu résister. Je sais bien que c'est ta mère, mais c'est tout de même beau, un amour comme ça. Ça finit par vous faire envie. Il n'y aura jamais une autre femme pour t'aimer comme elle dans la vie, ça, c'est sûr. C'était sûr, mais je ne le savais pas. Ce fut seulement aux abords de la quarantaine que je commençai à comprendre. Il n'est pas bon d'être tellement aimé, si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. On croit que c'est arrivé. On croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. On regarde, on espère, on attend. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Jamais plus, jamais plus, jamais plus. Des bras adorables se referment autour de votre cou et des lèvres très douces vous parlent d'amour, mais vous êtes au courant. Vous êtes passé à la source très tôt et vous avez tout bu. Lorsque la soif vous reprend, vous avez beau vous jeter de tous côtés, il n'y a plus de puits, il n'y a que des mirages. Vous avez fait, dès la première lueur de l'aube, une étude très serrée de l'amour et vous avez sur vous de la documentation. Partout où vous allez, vous portez en vous le poison des comparaisons et vous passez votre temps à attendre ce que vous avez déjà reçu. Je ne dis pas qu'il faille empêcher les mères d'aimer leurs petits. Je dis simplement qu'il vaut mieux que les mères aient encore quelqu'un d'autre à aimer. Si ma mère avait eu un amant, je n'aurais pas passé ma vie à mourir de soif auprès de chaque fontaine. Malheureusement pour moi, je me connais un vrai diamant.